Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir, on est ravis de vous retrouver pour ce 12e épisode de notre podcast Tranche de couple. Tout d'abord, on voulait commencer cet épisode en vous remerciant D'être toujours aussi nombreux à nous écouter toutes les semaines. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire des commentaires. On vous proposerait bien de les faire en live, mais on n'en est pas encore à faire l'épisode en live. C'est peut-être une idée à venir. Mais là, on a d'autres... Pour vous donner un peu l'idée de cet épisode, on vous parle entre deux piles de carton, entre trois meubles qui sont en suspens, en train d'être vendus ou de partir dans de nouvelles familles, n'est-ce pas ? Donc, et la prochaine fois, pour le prochain épisode, on sera aussi dans cette démarche-là, mais dans la nouvelle maison. Donc, on pensera peut-être à vous faire un live dans quelques temps. En tout cas, n'hésitez toujours pas à laisser des commentaires, à laisser des petites étoiles sur l'Apple Store, sur Spotify. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on est content de savoir qui nous suit, d'écouter aussi ce que vous pouvez souhaiter entendre davantage de notre part. Voilà. Et si effectivement il y a des sujets qu'on a traités ou qu'on a abordés et que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas à nous le dire. C'est aussi sympa d'avoir un peu d'interaction avec ceux qui nous écoutent. Voilà, donc 12e épisode. On commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Cette semaine, le coronavirus reste malheureusement un sujet important de l'actu, avec effectivement une nouvelle méthode de détection en Chine des cas de coronavirus qui, en fait, a fait un peu exploser les chiffres, Guillaume. Donc la Chine a changé sa méthode de détection du coronavirus. À l'origine, on faisait des tests standards d'acide nucléique. Aujourd'hui, seule une radio pulmonaire permet de détecter un cas considéré comme suspect. Ça a rajouté aux cas déjà existants près de 13 300 nouveaux cas. Donc ça, c'était il y a 2 jours en arrière. Évidemment, c'est des chiffres qui changent de jour en jour. Et donc, ça augmente le nombre de gens contaminés. Le chiffre est donc au jour d'aujourd'hui de près de 65 000, mais ça augmente tous les jours. On a toujours des croisiéristes, des vacanciers qui sont coincés sur un paquebot de croisière avec près de 200 cas de coronavirus à bord. Et si en France, il y a eu le premier mort du coronavirus, qui est une personne âgée un touriste chinois qui est venu en France avec sa fille en visite et qui malheureusement était déjà infecté. Après 2 semaines de quarantaine, les 180 premiers rapatriés de Wuhan sont sortis du centre de vacances où ils étaient en quarantaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le premier Belge qui a été touché est également sorti de l'hôpital aujourd'hui. Deuxième acte, tu veux nous parler peut-être du discours de Macron ? Yes, je voulais faire un petit point sur le discours d'Emmanuel Macron le 7 février dernier devant les stagiaires de l'école de guerre à Paris, à l'école militaire. C'est le traditionnel discours du président de la République sur la dissuasion nucléaire. Si vous n'êtes pas vraiment au courant ou si vous ne suivez pas, vous savez, c'est le président de la République qui décide si on doit utiliser l'arme nucléaire et donc il définit les conditions de son emploi. Et traditionnellement, les présidents de la Ve République font un discours pour expliquer un petit peu comment ils voient cet exercice et l'emploi de l'arme. Donc pour Emmanuel Macron, ce discours a eu lieu donc, le 7 février. C'est assez intéressant de noter que finalement c'était 7 jours après le Brexit. Ça veut dire qu'il s'exprimait en tant que seul pays dans l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours ? Globalement, le cadre classique a été, la doctrine a été rappelée, elle n'est pas changée. C'est-à-dire que les armes nucléaires ont un rôle défensif. C'est bien, les armes nucléaires seront utilisées contre des centres de pouvoir.
un principe de stricte suffisance avec un nombre d'armes nucléaires en dessous des 300 têtes nucléaires. Et c'est les intérêts vitaux. Lorsque les intérêts vitaux de la France sont en jeu, c'est ça qui détermine le fait d'utiliser la bombe. Alors, vous le savez, la bombe nucléaire, c'est quand même une arme de non-emploi. Alors, qu'est-ce qui a changé avec le discours d'Emmanuel Macron ? Peut-être arme de non-emploi. Oui, alors, l'objectif de l'arme nucléaire, c'est en fait, c'est de pas l'utiliser, c'est de dissuader des adversaires de nous attaquer, parce que la dissuasion. Bah voilà, parce que sinon, ils auront une riposte nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une arme de non-emploi. L'objectif, c'est de ne pas l'employer. Alors qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a évolué dans le discours ? Emmanuel Macron a dit clairement que les intérêts vitaux français avaient maintenant une dimension européenne, ce qui est quelque chose qui est une évolution. François Hollande avait dit on ne peut pas considérer que les intérêts vitaux français ne puissent pas être en jeu si un État de l'Union européenne était attaqué. Et là, on a quelque chose d'encore plus clair dans le discours d'Emmanuel Macron. Et en lien avec ça, il a proposé un dialogue stratégique sur le rôle des armes nucléaires, de la dissuasion nucléaire française pour la défense collective de l'Europe, voire même pour les États européens qui pouvaient être prêts de participer à certains de nos exercices nucléaires. Donc c'est quand même une évolution et on verra comment ça se passe. Ça fait écho à certains appels, notamment en Allemagne, de voir comment le rôle de la dissuasion française pouvait peut-être être élargi. Voilà, autre aspect, dans le contexte de la fin de la maîtrise des armements en Europe, il y a un certain nombre d'instruments internationaux de protection de l'Europe qui ont été dénoncés ces dernières années, qui n'existent plus, notamment du fait de la Russie. Et donc, ce discours sur la dissuasion et la défense, qui était un petit peu élargi, a aussi appelé à ce que les Européens fassent partie des négociations pour s'assurer que l'Europe ne redevienne pas un terrain de conflit. Et il a enfin appelé à une véritable autonomie de l'Europe dans un certain nombre de domaines technologiques, industriels, pour pouvoir pleinement jouer le rôle que l'Europe devrait avoir. Voilà en quelques mots quelques éléments du discours d'Emmanuel Macron, et je vous invite à aller le lire. Il est disponible sur le site de l'Élysée si vous le souhaitez, et puis il y a un certain nombre d'articles qui en font un bilan. Vie de couple, cette semaine et ces 2 dernières semaines, Guillaume l'a déjà mentionné un petit peu en introduction, les cartons s'empilent, il faut suivre les travaux, on déménage maintenant dans moins de 2 semaines. Donc voilà, on est dans la dernière ligne droite. C'est à la fois excitant de se dire qu'on va déménager après 5 ans dans notre appartement et pour la première fois être chez nous, dans une maison qui nous appartient. Et en même temps, y a beaucoup de choses à gérer. Il se trouve que en ce moment, nos agendas professionnels font qu'on a un peu du mal on se croise, on n'arrive pas tellement à passer beaucoup de temps ensemble. Guillaume travaille pas mal le soir en ce moment, donc voilà, c'est un peu sport. Parfois, toujours au bon moment. Parfois, nos calendriers un petit peu décalés, ça peut aussi aider, parce que par exemple, Guillaume ne travaille pas le lundi, et donc c'est pas mal aussi pour pouvoir recevoir un certain nombre de livraisons, et c'est très appréciable. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire le lundi. C'est compliqué d'être en décalé par rapport aux autres, et en même temps, ça permet de faire pas mal de trucs. Alors, bien sûr, les cartons, c'est toujours un moment un peu compliqué, parce que il faut tout rentrer dans les cartons, ça prend du temps. C'est aussi l'opportunité de faire du tri. Et qu'on a des façons très très différentes de faire du tri. C'est vrai. Moi, j'ai du mal à faire du tri. mais j'ai du mal aussi. Mais on a des façons très différentes d'aborder le problème. Moi, je l'aborde
à la racine, c'est-à-dire que j'ai pris des cartons remplis de papier, j'ai pris un sac rempli de tous mes cours de néerlandais depuis que je suis arrivé en Belgique, et là j'ai fait du tri. C'est-à-dire que j'ai repris tous les trucs, j'ai trié, j'ai classé, j'ai beaucoup jeté, j'ai jeté 95% de ce qu'il y avait dans le sac, mais c'était très, très spontané, très allez, on y va. C'est vrai que tu as une façon un peu plus avec plus de recul sûrement de faire les choses. J'adore comme tu dis ça. C'est tellement subtil, charmant. Non, bah écoute. J'aurais pu dire que tu étais une grosse feignasse qui attendait le dernier moment pour le faire, ce n'est pas le cas. Bah, il se trouve que on déménage dans 2 semaines et que j'ai commencé mon tri ce week-end. Donc c'est pas mal. Alors que moi qui 2 suis un semaines peu avant. stressé de la vie, j'ai commencé les cartons il y a 10 jours, faut dire. Ouais, donc on a des tours de cartons, on vit un peu dans les cartons depuis... voilà. Mais je te remercie parce qu'effectivement, là-dessus, on va dire qu'on est complémentaires. Absolument. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'on a une certaine complémentarité. Parfois, il faut que... En fait, on a des moments où on se pousse l'un l'autre à des moments très différents. Hein. Max aura plus tendance à me pousser sur des choses un peu différentes, sur... aller faire telle ou telle course, aller faire telle ou telle chose, et puis moi je le pousse là sur avancer sur le planning, prendre des décisions, trier. Voilà, c'est aussi une façon qu'on a nous de nous soutenir, c'est une façon qu'on a de se prendre le bec évidemment. Ça, au moment d'acheter une maison, de faire des travaux et de déménager, on va pas dire que tout s'est fait dans la joie et la bonne humeur systématiquement, mais sinon ce serait pas drôle comme tu dis. Non, mais bon, alors je dois dire que cette étape me fait quand même réaliser que je suis un peu indécis, ou en tout cas j'ai du mal à prendre des décisions. J'ai des idées un peu arrêtées, même si je les fais évoluer. Mais paradoxalement, il a décidé d'arrêter, mais on ne sait pas lesquelles. Mais le moment de prendre la décision, voilà, je le repousse un petit peu. Bon. Et en parallèle... Mais on t'aime comme tu es, tu sais. Mais c'est gentil. T'as vu, hein. Et en parallèle, ouais, c'était le moment un petit peu canapé, séance psy. En parallèle, on doit aussi gérer les travaux, hein, puisque, comme on vous l'avait dit, les travaux ont débuté quelques jours après l'achat de la maison. Et on avait un timing assez un peu serré, puisqu'en 6 semaines, il fallait qu'il ait terminé l'ensemble des travaux. Alors pour mémoire, c'est la rénovation de la salle de bain, la réfection de la cage d'escalier et la peinture, et puis la peinture de grandes pièces, et l'installation de quelques petites choses dans la maison. Et ben voilà, dans moins de 15 jours, on emménage, c'est pas terminé. L'entrepreneur, on a fait le point avec lui ce matin, on lui a un peu mis la pression, donc on verra. Il nous a promis qu'en gros, d'ici la fin de semaine prochaine, ça devrait être largement avancé. En tout cas, le gros. On vous tiendra au courant. De toute façon, on déménage dans 10 jours, donc c'est comme ça. Hein. Un peu moins de 15 jours. Non, et puis après, bien sûr, l'enjeu, c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on va faire le ménage et tout ça, parce que vous imaginez bien, peinture, ponçage, voilà, ça fait pas mal de poussière. Absolument. Mais on a le moral, et finalement, quand on regarde les nombres de cartons qui sont déjà 41, voilà, fermés, bah finalement on n'est pas si mal. Non, je crois que c'est pas mal. On est bon. On tire le bon bout. Mais bon, on sera heureux de faire une séance canapé divan, je pense, une fois que tout ça sera aussi derrière nous. Ouais, c'est sûr. Mais donc, comme disait Guillaume, le prochain podcast, ça sera dans la maison. Dans les cartons, parce qu'on viendra de déménager, mais dans la maison. Alors, il faut juste pas dans espérer... les cartons, on trouvera un espace sans rien. Il faudra juste espérer qu'Internet fonctionne et qu'on pourra poster le podcast. Bon, en Belgique, toujours pas de gouvernement. Toujours pas de gouvernement, et l'informateur qui avait été nommé par le roi il y a une dizaine de jours en remplacement des 2 précédents a posé sa démission hier de sa mission d'informateur. Je sais plus si on vous avait parlé de ces missions. Ouais, il me semble qu'on vous avait parlé. Il a donc posé sa démission
au roi, disant que malheureusement la position des deux grands partis, chacun d'un côté de la Belgique susceptible de former un gouvernement, était trop antagoniste pour pouvoir trouver une solution dans les médias. Donc si l'on en croit les observateurs et les médias ces dernières 24 heures, il reste aujourd'hui deux options. La pire est celle qui est néanmoins la plus envisagée et celle qui est de plus en plus envisagée aussi par les partis politiques, c'est celle de nouvelles élections qui seraient convoquées. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, parce que finalement, les résultats sont probablement assez proches. Les solutions, il faudra les trouver avec les mêmes, plus ou moins les mêmes paradigmes, voire pire, notamment en Flandre, où Vlaams Belang, qui est la phalange d'extrême droite flamande, est susceptible de faire encore plus de voix et donc d'avoir encore plus de sièges à la Chambre que précédemment. L'autre solution étant une coalition de partis modérés, mais elle demande beaucoup de travail, énormément de travail, pour des résultats en matière d'ambition politique probablement assez limités, puisque pour mettre d'accord des partis qui iraient aller en France du PS jusqu'aux Républicains, par exemple, ça paraît assez improbable. Good luck. Mais la Belgique tourne toujours, quoi. C'est un peu quand même ce qu'on peut c'est le retenir. paradoxe. Mais c'est le paradoxe de ce pays, mais c'est aussi un peu pour ça qu'on l'aime. Et qu'on se met quand même du côté... Enfin, voilà, s'il fallait prendre, on n'est pas belge, on ne vote pas aux élections nationales, ni l'un ni l'autre. Moi, je vote en tant que citoyen européen aux élections locales, donc aux élections communales et aux élections européennes en Belgique. Mais s'il fallait prendre parti pour dans un sens, je dirais quand même que la Belgique, les Belges et la Belgique méritent une Belgique unie et non séparée, même si et surtout parce que historiquement c'est un pays qui s'est construit sur des bases extrêmement diverses et que c'est aussi ce qui fait sa richesse aujourd'hui. Et comme le dit d'ailleurs sa devise, l'union fait la force. Bon, rubrique IMO, la maison, le déménagement. Alors, Guillaume, tu voulais nous parler des pièges à éviter pour quand tu cherches un déménageur ? Ben oui, je ne sais pas si c'est les pièges à éviter. En tout cas, nous, on a pris la décision parce que même si on déménage à 150 mètres de là où on habite aujourd'hui, finalement, dans un déménagement, ce qui est compliqué, c'est le chargement, le déchargement. Et puis en Belgique, à Bruxelles notamment, il y a toutes ces maisons qui sont des maisons de maître, qui sont des petites maisons étroites, pour lesquelles, quand on fait un déménagement, la seule façon d'accéder sans bousiller la cage d'escalier aux étages supérieurs, c'est de passer par la fenêtre avec ce qu'on appelle un lift, un ascenseur. Et donc, élévateur. Un élévateur. Et donc, il est fortement recommandé de passer pour un professionnel, au moins pour le lift. Mais donc, nous, on s'est auto-recommandé de passer par un professionnel du déménagement parce que, d'une part, parce que tous les deux, tout seuls, on n'aurait pas géré notre déménagement, que demander à des amis, c'est compliqué, surtout quand on déménage en semaine, pour des raisons X ou Y, mais notamment d'emploi du temps. Et que donc finalement on se retrouve face à la situation de faire des devis, des demandes, des gens qui viennent, qui passent, se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend. On a eu 3 devis qui étaient assez proches les uns des autres, avec des prestations assez proches les unes des autres. La grosse différence qu'on a vue dans les devis ici, c'est des prestations à l'heure ou des prestations au forfait. On était parti sur une prestation à l'heure, mais on s'y est pris trop tard, et donc finalement on est parti sur une prestation au forfait, c'est-à-dire qu'on paye un forfait fixe pour l'ensemble du déménagement. Il faut faire attention aussi aux assurances, puisque les déménageurs, en Belgique en tout cas, proposent une assurance de base qui est de l'ordre de 125 € par mètre cube ou transporter, quelque chose comme ça. Donc quand vous transportez comme nous une trentaine de mètres cubes, ça va quand même pas chercher très loin.
Et donc, vous pouvez prendre une assurance complémentaire. En fait, là, il les faut calculs prendre une sont un peu assurance complémentaire. compliqués. Non, on n'est pas obligé de la prendre. Non, On mais peut choisir de ne pas la prendre. Après, c'est une question de responsabilité. il y a une assurance obligatoire en Belgique par la chambre des... Mais qui est compris dans le tarif. Voilà, qui est compris dans le tarif, mais qui globalement, s'ils pètent ta télé, ils te rembourseront 15 balles, quoi. Donc ça va pas chercher très loin, et ils te recommandent quand même de prendre une assurance et de pas compter sur l'assurance de base, quoi. Ouais, comme d'habitude, les déménageurs, en gros, considèrent que s'il y a des choses qui sont cassées dans un carton, mais que le carton n'a pas été fait par eux, c'est pas leur responsabilité. Donc, à part bien sûr si le carton est éventré ou s'ils le font tomber. Mais voilà, si vous voulez vraiment l'assurance complète, il faut les laisser emballer. Mais là, on part sur une autre type de formule. Et puis, on a aussi choisi la couleur. Et puis oui, alors déménageur, c'est une chose. On a passé toute une soirée, vous l'aurez vu sur Twitter, ceux qui nous suivent sur Twitter, on a fait une soirée nuancier, n'est-ce pas, à la lumière des bougies, ou presque, où on a parcouru un beau nuancier avec combien de références, 1000, 2000 références de couleurs différentes. Tout ça pour un mur de la cuisine et la couleur des portes du couloir. Mais il faut ce qu'il faut quand même. Choisir la couleur à la lumière d'une ampoule artificielle, c'est aussi une gageure. Parce que selon là où vous placez le nuancier, la couleur ou la perception de la couleur n'est pas la même. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'en fonction des lampes que vous mettez dans la pièce dont il est question, vous aurez plus ou moins vous verrez la lumière différemment de ce qu'elle peut être en réalité. Et donc nous sommes à ce stade, je crois, assez finalement contents de la façon de ce qu'on a trouvé. On n'a pas encore vu le résultat en vrai. On espère que cette semaine, que cette semaine on le verra en vrai. On va le voir cette semaine. Et on est heureux de vous introduire à la couleur S3560 R80B et S4550 B20G, n'est-ce pas? On vous en dit pas plus. Vous irez voir sur Internet et puis vous pouvez toujours nous mettre un commentaire pour deviner où est-ce qu'on va utiliser l'une et l'autre. C'est une bonne idée. On peut faire un petit, on pourrait faire un petit quiz sur Twitter. Sur Twitter, @tranche de couple avec 2 comme le chiffre. Alors dans la rubrique suivante, on voudrait vous parler à la fois Brexit parce que c'est le titre de la rubrique initiale, mais on se dit qu'on va aussi faire un point sur l'impeachment et puis les primaires. Donc c'est un petit peu notre rubrique anglo-saxonne. Eh oui, l'incontournable. Alors, côté Brexit, ça y est, hein, depuis début février, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais néanmoins continue d'appliquer les lois et peut participer à un certain nombre de programmes de l'Union européenne jusqu'à la fin de la période de transition, donc fin décembre. On en reparlera aussi dans la rubrique d'après, spoiler. Et d'ores et déjà, donc la Commission a présenté aux États membres le projet de mandat de négociation directement après le Brexit. Et de son côté, Boris Johnson a lui aussi fait un discours où il fixait un peu les paramètres. L'objectif de Boris Johnson, c'est d'avoir quand même un assez large accès au marché commun, mais en gardant une certaine flexibilité, une certaine indépendance. Donc en gros, à partir du moment où aujourd'hui les règles sont relativement équivalentes, et c'est normal puisque le Royaume-Uni en ce moment est encore en train d'appliquer les règles de l'Union européenne, il considère que c'est suffisant pour qu'il puisse y avoir une ouverture réciproque des marchés sans nécessairement prendre un engagement que le Royaume-Uni va continuer à calquer ses règles sur les règles de l'Union européenne, qui naturellement vont continuer d'évoluer. Et alors là, l'enjeu, bien sûr, c'est d'éviter des situations où le Royaume-Uni aura un avantage compétitif parce qu'il aurait abaissé ses règles sanitaires ou sociales. Voilà, donc
C'est un bras de fer assez robuste qui commence. À la fin du mois de février, les États membres valideront le projet de mandat. On a vu aussi un certain nombre de réactions, notamment françaises, pour renforcer le mandat et être plus strict. Il y a un gros enjeu qui est pour la France, notamment l'enjeu de la pêche. Et on a vu que les pêcheurs français se tenaient vraiment prêts à bloquer les choses s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Parce que, pour mémoire, en gros, un certain nombre de pêcheurs français ont besoin d'aller pêcher dans les eaux britanniques qui sont beaucoup plus poissonneuses. Et les Britanniques ont aussi besoin de la transformation des produits de la pêche, puisque une majorité de la transformation se fait en fait sur le continent. En parallèle, Boris Johnson avait annoncé que son objectif était de négocier avec les États-Unis un accord de libre-échange. Visiblement, Donald Trump préfère donner la priorité à l'Union européenne. Et dans le contexte également de la décision britannique sur Huawei, donc la 5G, de ne pas exclure Huawei complètement des réseaux britanniques. Boris Johnson, qui devait se déplacer aux États-Unis, à Washington, juste après le Brexit et les élections qui l'ont vu remporter une forte majorité au Parlement, a annulé son déplacement aux États-Unis. Il y a eu visiblement un coup de téléphone assez houleux. Alors, quand on parle des États-Unis, on vous avait dit la dernière fois qu'on pensait que l'impeachment allait encore être une saga qui allait continuer. En fait, non. Eh ben non, ça y est, c'est fait, c'est bouclé, c'est fini. Malheureusement, c'était aussi prévisible puisque le Sénat américain avait la main haute en ce qui concerne la décision de... c'est le Sénat, en fait, qui juge ou non le président américain coupable des faits qui lui étaient reprochés. Et le Sénat étant à majorité républicaine, il a voté contre l'inculpation de Donald Trump, à l'exception d'un sénateur, Mitt Romney, qui a voté en faveur de l'impeachment pour abus de confiance. Voilà, donc Donald Trump, il a les mains complètement libres depuis qu'il a été blanchi dans cette procédure d'impeachment. Et en gros, jusqu'aux élections de novembre, Donald Trump pourra vraiment faire ce qu'il veut parce qu'il ne craindra rien. Et d'ailleurs, on a déjà pu noter 2 décisions contestées. Il a viré un militaire qui est présumé être celui qui a fait fuiter le contenu de la discussion avec le président ukrainien. Et par ailleurs, il a également viré l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, celui-là même qui avait accepté de témoigner à la Chambre des représentants dans le cadre de la procédure d'impeachment et qui avait clairement dit qu'il y avait eu un deal qui avait été proposé au président ukrainien en échange de poursuites contre Biden et son fils, la reprise de l'aide militaire. Voilà, côté des États-Unis, puisqu'on parle de campagne, peut-être, Guillaume, tu nous fais un petit point sur les primaires démocrates ? Oui, alors primaires démocrates qui ont commencé sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas ? Et pas forcément de la meilleure façon pour les démocrates, puisque la première primaire dans l'Iowa, qui est une primaire de caucus. Alors, je dois reconnaître que j'ai toujours du mal à comprendre le système des caucus, mais peut-être que Max nous fera un petit update là-dessus, petite mise à jour après. Enfin bref, toujours est-il qu'ils se sont fiés à ils sont passés par une application pour distribuer les résultats des caucus en Iowa, qui a foiré en gros, et les résultats ont mis quasiment 10 jours à arriver, les résultats définitifs, avec 2 grands vainqueurs largement. Pete Buttigieg, c'est bon, j'ai bon là ? Exactement. Ouais. Pete Buttigieg, modéré, centriste, et puis Bernie Sanders, beaucoup plus à gauche, sur l'aile gauche des démocrates. L'un ayant remporté donc 13 délégués et l'autre 12. Par contre, c'est Bernie Sanders
qui a remporté le vote populaire, donc qui a remporté plus de voix que Pete Buttigieg dans l'Iowa. Et puis Buttigieg. Et puis le New Hampshire, plus récemment, il y a 4 jours maintenant, où Bernie Sanders et Pete Buttigieg se partagent le même nombre de délégués, 9 chacun, mais Bernie Sanders est arrivé en tête des votes et du vote populaire. Alors, peut-être pour vous donner un petit peu de... Mais si je t'assure, Max, aux États-Unis, on peut remporter une élection sans remporter le nombre de voix. C'est d'ailleurs ce que Trump a été élu avec un nombre de voix inférieur à celui d'Hillary Clinton, tout étant relatif, puisqu'il n'est pas directement élu par les voix en question. Alors, effectivement, puisque vous le savez peut-être, dans les élections présidentielles américaines, c'est bien des délégués de chaque État, des grands électeurs, qui élisent le président et non pas finalement le vote populaire avec l'ensemble des citoyens qui votent, et à la fin on voit qui est élu président. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes, comme Guillaume l'a rappelé. Alors, les caucus, ça existe dans un... Ça n'existe que dans une douzaine d'États des États-Unis, et c'est utilisé effectivement dans le cadre des primaires, puisque aux États-Unis, les deux grands partis, républicains et démocrates, font toujours des primaires avant les élections pour désigner les candidats. Et c'est utile notamment quand on sait qu'il y avait plus d'une douzaine de candidats démocrates pour cette élection. L'idée, c'est qu'en fait, c'est là aussi un système de délégués. Donc en fait, dans chaque bureau, les gens qui sont inscrits dans le parti votent pour des délégués et ils se réunissent au niveau de chaque comté de l'État. Et là, en gros, ils se retrouvent, je sais pas, dans une salle de sport, par exemple, et il y a un panneau pour chacun des candidats. Et au premier tour, ils vont physiquement se déplacer et se mettre à côté du panneau du candidat qu'ils soutiennent. Et ensuite, il y a un deuxième tour, donc on élimine les candidats qui n'ont pas eu suffisamment de voix. Et donc là, on voit physiquement les gens se déplacer vers le candidat qu'ils soutiennent. Et donc c'est ça le système des caucus, c'est cette particularité où on n'est pas en train de voter dans un isoloir, mais on vote. Le vote se fait finalement de manière très visible avec des gens qui se déplacent et qui vont physiquement soutenir leur candidat. Et donc c'était aussi intéressant puisque dans ce cadre, on a pu voir comment se sont reportées les voix des électeurs et c'était pas toujours linéaire. Donc c'était aussi intéressant à regarder. C'est ce qui fait toute la complexité. Et ça n'explique pas pourquoi le vote a été si long. C'est vraiment lié à comment les résultats ont mis tant de temps. C'est vraiment lié à un bug de l'application qui n'a pas été bêta-testé, comme on dit avant, ce qui est un peu bizarre à ce niveau-là, tellement ce premier Une ligne de code. Une ligne de code, voilà. Comme quoi. Alors la rubrique suivante, le Brexit me donne en fait l'occasion de rendre hommage au projet culturel européen. Donc il faut savoir que l'Union européenne distribue un certain nombre de subventions tous les ans pour des projets à caractère culturel. Il y a un budget qui est dédié à ça. Et que c'est des projets qui, pour aboutir, doivent à la fois se baser sur une diversité de pays européens, donc être portés par des institutions ou des associations venant de différents pays de l'Union européenne, représenter géographiquement l'ensemble de l'Union européenne, un pourcentage aussi en fonction des projets et des appels à projets, soit de la population, soit du nombre de pays de l'Union européenne. Et c'est des projets qui, derrière, doivent aussi également présenter un certain nombre de critères extrêmement précis sur quel est le contenu, qu'est-ce qu'on attend de ce projet, quel est l'apport, non seulement en termes de coopération transfrontalière, mais en termes d'apport pour l'idée également de collaboration européenne. Et je rendrai hommage donc en particulier au projet culturel, à un projet qui s'appelle ENOA, qui est le réseau européen des académies d'opéra, qui est un projet que moi je connais bien pour travailler régulièrement dans le cadre de
de ce réseau. C'est pas le seul, évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui existent. Mais voilà, ce sont des projets pendant lesquels on fait travailler des institutions qui sont très différentes. En tout cas, dans ENOA, on a à la fois des très grosses institutions, l'Opéra de Varsovie, l'Opéra de Bruxelles, l'Opéra d'Amsterdam, mais des institutions plus petites aussi. Le conservatoire, enfin l'équivalent du conservatoire national à Madrid, une salle de spectacle à Lisbonne, un centre d'éducation musicale, un grand centre d'éducation musicale qui est situé à Snape Maltings, donc sur les bords de la côte est de l'Angleterre pour le coup. Voilà, et c'est des institutions qui sont très différentes, qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions, qui n'ont pas les mêmes projets, qui ne voient pas forcément toujours les choses de la même façon, mais qui arrivent à se retrouver sur un projet en particulier. En l'occurrence, ici, c'est mettre en avant une nouvelle génération de jeunes artistes qui viennent de milieux différents, de faire en sorte que ces jeunes artistes représentent la société telle qu'elle est actuellement, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire faire en sorte que, ben oui, ces artistes qu'on présente sur nos scènes aussi, davantage de femmes, davantage d'artistes issus des minorités, parce que c'est important aussi que l'opéra, comme art vivant, présente une vision de la société. Ça nous ramène un peu au débat qu'il y avait eu et dont j'avais parlé ici sur la nomination d'Émilie Delorme. Émilie Delorme, qui est la nouvelle directrice du Conservatoire national de Paris, était par ailleurs, jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, la directrice du réseau ENOA. Et donc c'est une autre façon aussi de rendre hommage au travail qu'elle a fait au travers de ce réseau et de dire combien c'est enrichissant de travailler avec des institutions extrêmement différentes et de trouver, d'avoir cette culture du compromis et d'arriver à trouver le meilleur de ce que chacun peut apporter. Super. Comme quoi, c'est aussi un témoignage concret de ce que l'Europe peut apporter. Exactement. Par un soutien à la culture. Et à cet égard, on se réjouit que la culture n'ait pas été oubliée du titre du commissaire. Non, c'est vrai qu'on est passé à ça, de voir la culture squeezée, mais ça fait partie des 2 ou 3 titres de commissaire qui ont été revus à la seconde mouture présentée par Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Ouais, von der Leyen, pardon. Sinon, tu dis comme moi, t'écris UVDL et puis ça marche. Ok, je note. Mais c'est comme Pete Buttigieg. Buttigieg. On se moque, mais il faut dire qu'il est déjà 23h08. C'est compliqué. Ne spoile pas. Ne spoile pas les horaires auxquels on fait ces podcasts. Ça devient de plus en plus n'importe quoi. Si un jour vous entendez un ronflement, c'est parce que l'un d'entre nous s'est endormi et qu'on a enregistré un podcast à minuit. Ça arrivera, hein. Je suis persuadé que ça arrivera. Sur notre inspiration de base chez Magali et Seb, Mélia, ils ont enregistré des podcasts, je sais plus, à 2h du mat ou à 1h du mat, enfin bref. Moi, il y a un horaire, une fois on en reparlera dans un autre... Ce sera l'occasion. Complètement. Quand on passe un certain horaire, moi, mon cerveau est déconnecté, mais genre débranché, quoi. Vous imaginez la prise, voilà, c'est zéro. Donc on va faire vite et on va aborder la dernière rubrique de ce podcast, la rubrique tech. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de l'initiative de la présidence finlandaise de l'Union européenne de mettre à disposition un cours en ligne sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plateforme de cours en ligne qui s'appelle FutureLearn. Future avec un E, learn comme apprendre.com. Et d'un cours que je suis actuellement en train de suivre sur la cybersécurité. Et voilà, c'est un cours qui est étalé sur 8 semaines et qui, au long de ce cours, vous donne un peu les bases de la cybersécurité, vous apprend quels sont les types de menaces auxquelles on fait face, et puis comment vous donne un peu des trucs pour sécuriser à la fois, je sais pas, par exemple l'usage de des mots de passe, ou alors sécuriser votre ordinateur, les réseaux. Voilà. Donc c'est assez intéressant.
on apprend pas mal de choses. Il faut quand même suivre le rythme, parce que le cours est pas disponible en permanence, mais il est disponible sur une durée limitée. L'objectif, c'est qu'au bout des 8 semaines, le cours s'arrête. Donc là, moi, j'ai pris un petit peu de retard. Je suis qu'à la 3e semaine, je vais commencer la 4e semaine. Or, le cours en est déjà à la 6e, bientôt 7. Donc, il va falloir que j'avance. En gros, ils disent que ça vous prend à peu près 3 heures dans la semaine pour suivre le cours. Et vous pouvez bien sûr vous arrêter à tout moment. Voilà, je voulais vous partager cette expérience. Tu nous mettras peut-être en tweet. Et je peux mettre en tweet le lien. Ouais. Ça s'appelle « Introduction à la cybersécurité » par l'Université libre, The Open University. Alors, par contre, c'est un cours en anglais. Mais voilà. But Max will gladly make une translation for you, if needed. Non. Pas d'effort aussi. Voilà. Et donc, mais c'est très bon de réviser son anglais aussi avec ce genre d'activité. Ouais. Et peut-être si je peux en profiter, n'utilisez pas le même mot de passe sur des sites web différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça passe pas non plus. Utilisez des mots de passe compliqués, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres. Idéalement de plus de 15 caractères, et vous allez me dire mais c'est impossible de se rappeler de tout ça. C'est pour ça qu'on vous conseille très fortement l'utilisation d'un logiciel qui gère les mots de passe pour vous et qui vous permettra de générer des mots de passe compliqués. Il y en a un certain nombre qui existent, 1Password, LastPass, et nous on utilise Dashlane, qui a été créé par des Français d'ailleurs, installé aux États-Unis, et qui est un gestionnaire de mot de passe vraiment super. Ce qui est bien avec un gestionnaire de mot de passe qui a un petit peu évolué, c'est que lorsque vous allez vous balader sur un site, en fait, il vous propose directement de rentrer le mot de passe, donc vous n'êtes pas obligé de le retenir. Et donc au jour où vous vous faites enlever, vous pouvez même dire que vous ne connaissez pas vos mots de passe, même si on vous force à aller sous la torture à les donner. Très bon conseil. 23h12. Bon, je crois qu'on va clore ce podcast. Merci Max pour cette dernière rubrique tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes et tous de nous suivre d'ailleurs régulièrement. On a dépassé le cap des 500 écoutes, je crois. Exactement. Tout récemment. Voilà, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous nous écoutez. Comme on l'a dit déjà au début, n'hésitez pas à nous laisser des mots doux, des beuglantes, des commentaires, tout ce que vous pouvez vouloir faire. Vous nous retrouverez sur Twitter, @tranche de couple 2 avec le chiffre, ou tranchedecouple@gmail.com pour nous envoyer des emails. On vous rappelle également que ce podcast est diffusé le 1er et le 3e lundi du mois. Et donc, voilà, c'est pas un podcast toutes les semaines. On a bien noté qu'on avait un petit peu dépassé ces derniers temps les 30 minutes. On est plutôt entre 30 et 45 minutes. On espère que, néanmoins, ça vous intéresse quand même et que ça vous dérange pas trop. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs si vous préférez avoir un podcast qui fasse pile 30 minutes, ou si le fait qu'on fasse un peu en fonction des sujets qu'on aborde, ça vous va aussi. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.